Bonjour, nous allons réaliser à nouveau une vidéo ensemble pour parler cette fois-ci des réseaux de protéines du côté extracellulaire, la matrice extracellulaire, et à l'intérieur de la cellule, le cytosquelette. Donc nous commencerons par décrire la matrice extracellulaire, puis détaillerons les différents types de fibres qui constituent le cytosquelette, c'est-à-dire les microtubules, les filaments d'actine, appelés également les microfilaments, ainsi que les filaments intermédiaires. Donc nous étudierons uniquement la matrice extracellulaire chez les animaux. Donc la matrice extracellulaire est en fait composée d'un réseau de molécules et de macromolécules entre les cellules. Ces macromolécules sont sécrétées par les cellules et participent à leur organisation. La matrice extracellulaire est composée majoritairement d'eau et de sels minéraux à hauteur d'environ 70%. On retrouve également des petites molécules qui diffusent dans la matrice, ainsi que des macromolécules, notamment des polysaccharides et des protéines. Chaque tissu a sa propre matrice extracellulaire qui lui est spécifique. Calcifiée, elle formera par exemple la structure rigide du squelette et des dents. Elle formera aussi la structure transparente de la cornée par exemple. La matrice extracellulaire va avoir plusieurs rôles. Un rôle mécanique, un rôle de régulation des diffusions des molécules. Elle participera également à la signalisation cellulaire, ainsi que elle sera associée aux cellules. Et elle va également intervenir dans la migration et la prolifération des cellules. Donc on va maintenant décrire les différents types de macromolécules qui constituent cette matrice extracellulaire, et tout d'abord les collagènes. Donc les collagènes sont en fait une famille de 28 protéines. On va retrouver différents types de collagènes en fonction de la matrice extracellulaire et donc du tissu dans lequel elle se trouve. Il s'agit pour la plupart d'une longue protéine en triple hélice, qui est le tropocollagène, qui va s'associer en fibrille puis en fibre. Les collagènes vont fournir à la matrice extracellulaire une résistance aux tractions. On peut voir ici sur cette image un fibroblaste entouré de fibres de collagène. On retrouve également comme macromolécule le protéoglycane. Donc le protéoglycane est en fait constitué d'un cœur protéique en vert sur l'image, qui est associé à des polysaccharides, les glycosaminoglycanes, abrégés GAG. Ces protéoglycanes peuvent s'associer eux-mêmes à une molécule d'acide hyaluronique, ce qui permettra de former des structures gigantesques, telles que par exemple l'agrégane, qui est schématisé juste ici, qu'on retrouve au niveau du cartilage. Les protéoglycanes forment en fait dans la matrice extracellulaire un gel poreux hydraté qui va lui fournir une résistance à l'écrasement. Autre molécule de la matrice extracellulaire, l'élastine, qui, comme son nom l'indique, va avoir des propriétés élastiques. Donc les fibres d'élastine sont 5 fois plus élastiques qu'un élastique en caoutchouc de même diamètre. On retrouvera l'élastine notamment associée au collagène dans les tendons, et puis c'est aussi une molécule qui va être très abondante dans la matrice extracellulaire qu'on retrouve au niveau des artères. En plus des protéines, des molécules qu'on vient de citer, il va y avoir d'autres glycoprotéines qui vont être importantes et qui vont permettre d'organiser la matrice extracellulaire via leur association avec les autres molécules de la matrice ou bien avec les cellules. Donc une de ces macromolécules, c'est la fibronectine, qui est donc une glycoprotéine, qui va pouvoir interagir avec le collagène, avec les protéoglycanes et puis les autres fibronectines, et qui va donc ainsi participer à l'organisation de la matrice extracellulaire. Les fibronectines vont également interagir avec des protéines transmembranaires des cellules, que l'on appelle des intégrines, qui permettra d'associer la matrice extracellulaire aux cellules.
Les fibronectines ont également un rôle dans la migration cellulaire, notamment au moment du développement embryonnaire, et elles vont être aussi impliquées dans la signalisation cellulaire, notamment pour transmettre à la cellule des informations par rapport aux tensions autour d'elle. Autre glycoprotéine qui a le même rôle que les fibronectines d'organisation de la matrice extracellulaire, ce sont les laminines que l'on retrouve beaucoup dans les lames basales. Donc les lames basales, c'est une des matrices extracellulaires les mieux connues que l'on va retrouver autour des cellules musculaires, des cellules nerveuses et des adipocytes. Les lamines vont également s'associer aux intégrines et sont également impliquées dans la migration cellulaire comme les fibronectines. Donc pour résumer tout ce qu'on a vu sur les macromolécules qui constituent la matrice extracellulaire, je vous propose ici un petit schéma où on peut voir l'organisation du coup d'un point de vue schématique d'une matrice extracellulaire, avec en jaune les fibres de collagène, les grosses molécules de protéoglycanes en violet, comme celle-ci par exemple, donc qui vont fournir à la matrice un soutien, une résistance à la fois mécanique et à l'écrasement et à l'étirement. On retrouvera les laminines et puis les fibronectines qui vont, elles, plutôt avoir un rôle dans l'organisation de la matrice extracellulaire. Et on peut donc noter que ces différentes macromolécules interagissent avec les intégrines, qui sont donc les grosses protéines transmembranaires ici, pour permettre à l'ensemble avec les cellules. Sur la photo par microscopie électronique à transmission, on peut ici observer un macrophage qui est dans la matrice extracellulaire. Donc à présent, on va maintenant aborder le réseau de protéines qui se retrouve dans les cellules, le cytosquelette. Donc pour présenter globalement le cytosquelette, il est en fait constitué de 3 types de fibres. On va retrouver les microtubules, les filaments intermédiaires et les filaments d'actine, appelés aussi les microfilaments, qui sont en fait des polymères de sous-unités qui vont s'associer les unes aux autres dans chaque type de fibre par des liaisons non covalentes, ce qui va permettre un assemblage et un désassemblage rapide en fonction des besoins de la cellule. Ici, on retrouve donc 3 types de cellules pour illustrer les rôles de ce cytosquelette. Une cellule épithéliale, ici, une cellule nerveuse, ainsi qu'une cellule en cours de division. Les microtubules vont être des tubes creux composés de tubulines qui vont être très longs dans la cellule et qui vont permettre de fournir à la cellule un support mécanique et qui seront également impliqués dans le transport des vésicules et des organites. Dans le cas de la cellule en division, on remarquera qu'en bleu, les microtubules vont former le fuseau de division qui permettra la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire. Les filaments intermédiaires, en rose, vont fournir un support mécanique aux cellules, que ce soit les cellules épithéliales ou les cellules nerveuses. Et les filaments d'actine vont, eux, permettre de former notamment les microvillosités au niveau de la cellule épithéliale. Ils vont permettre également l'allongement de la cellule, ce qui est illustré ici sur la cellule nerveuse. Et ils ont aussi la capacité de former des structures qui vont se contracter, comme c'est le cas dans le cas de la cellule en division, où on voit en orange ici un anneau contractile qui permettra de séparer la cellule mère en 2 cellules filles à la fin de la division. Ces différents types de fibres sont associés à d'autres molécules associées qui vont pouvoir les guider et réaliser d'autres fonctions, et notamment une fonction de moteur moléculaire dont on va pouvoir parler juste après. Alors si on détaille un petit peu plus ces 3 structures filamenteuses, les microtubules sont donc constitués de monomères de tubulines alpha et bêta, et ils vont former un tube creux d'un diamètre d'environ 25 nanomètres. Donc ce sont les fibres les plus larges. Les microfilaments vont être composés de monomères d'actine, et les filaments intermédiaires vont eux être composés de différents types de protéines en fonction de la cellule qu'on va étudier.
Dans le cas des microtubules et des microfilaments, la polymérisation va être réalisée grâce à l'hydrolyse d'un nucléotide, donc le GTP pour les microtubules et l'ATP pour les microfilaments. Également, pour les microtubules et les microfilaments, on retrouve des extrémités qui vont être différentes. On dit qu'elles sont polarisées avec une extrémité positive et une extrémité négative qui va se comporter de manière différente pour ces deux types de filaments. Ces différents filaments peuvent également former dans la cellule des structures stables ou dynamiques. Alors, si on prend l'exemple du microtubule, on va retrouver les microtubules dans des structures stables comme les cils ou les flagelles cellulaires qui permettent les mouvements des cellules ou de l'environnement autour de la cellule. Mais les microtubules interviennent également dans des structures très dynamiques comme le fuseau de division dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors maintenant, on va détailler chacune de ces structures. Les microtubules, donc vous avez une photographie par microscopie électronique à transmission d'un microtubule par là-bas. Ce sont en fait des assemblages de 13 protofilaments qui sont constitués eux-mêmes d'une association de dimères de tubulines alpha et bêta. Donc la tubuline alpha et bêta sont représentées sur le schéma ici par une teinte de vert différente. On a une extrémité qui va se terminer par une tubuline alpha et une extrémité qui se terminera par une tubuline bêta, d'où le fait que ces microtubules sont polarisés. Ces 13 protofilaments vont donc former un tube creux d'un diamètre d'environ 25 nanomètres. Et ces microtubules vont donc pouvoir irradier dans l'ensemble de la cellule, comme c'est représenté sur notre schéma ici, à partir d'un centrosome, qui est le petit point vert juste ici, qui est en fait un centre organisateur des microtubules, donc qui est le point de départ de l'ensemble des microtubules de la cellule. Les microtubules vont entrer dans la structure de plusieurs éléments des cellules. Donc sur la photo par microscopie électronique ici, on peut observer une coupe transversale de 3 cils cellulaires. Donc les cils cellulaires, comme on l'a dit tout à l'heure, vont permettre de créer un mouvement dans l'environnement de la cellule. Ils sont constitués par ce qu'on appelle des axonèmes, eux-mêmes constitués par des doublés, donc 9 doublés de microtubules et un doublé central. À la base du cil, on retrouve le corpuscule basal et c'est ça qui est représenté sur la photo par microscopie électronique. Ce corpuscule basal est lui constitué de 9 triplés de microtubules, comme on voit ici les triplés. Voilà. Les microtubules vont également participer à l'organisation de la cellule et ils vont servir de rails pour le déplacement des vésicules et des organites. Donc ça, c'est ce qui est illustré plutôt sur les deux images en microscopie à fluorescence. Et puis, une structure dont on a déjà parlé, le fuseau de division, illustré juste ici sur cette photographie, où en vert, ce sont les microtubules qui sont marqués, en rouge, les chromosomes, et on peut observer du coup cette dynamique qui va permettre ensuite de séparer les chromosomes les uns des autres lors de la division cellulaire. Comme nous l'avons dit précédemment, ces différents types de fibres vont être associés à des molécules qui vont avoir différents rôles pour les microtubules ici. Donc les protéines associées aux microtubules, qu'on appelle des MAP, vont participer à l'augmentation de la stabilité des microtubules lorsque c'est nécessaire, ou bien à leur dissociation. Certaines protéines vont empêcher l'assemblage des sous-unités et d'autres molécules vont interagir avec d'autres composants cellulaires tels que par exemple la membrane plasmique. Parmi ces molécules associées aux microtubules, on va retrouver des protéines motrices qui sont en fait de véritables moteurs moléculaires. Donc les protéines motrices associées aux microtubules, ce sont les kinésines et les dynéines. Elles sont formées de deux têtes qui sera en association avec le microtubule et d'une queue qui va être liée à la vésicule ou à l'organite.
Donc on peut repérer ici en violet la dinéine avec ses deux têtes et la queue qui est associée à la vésicule, qui va plus être responsable des déplacements des vésicules de la périphérie de la cellule vers le corps de la cellule. Et puis en jaune ici, les kinésines qui vont être, elles, responsables du transfert du déplacement des vésicules vers la périphérie de la cellule. Donc à présent, les filaments d'actine, qu'on appelle également des microfilaments, ce sont donc des polymères des monomères d'actine. Ils représentent en fait, ils sont la structure, le filament les plus fins du cytosquelette, puisqu'ils sont d'un diamètre d'environ 8 nanomètres. Comme nous l'avons vu précédemment dans le tableau, ces filaments sont également polarisés avec une extrémité positive et une extrémité négative. L'extrémité positive croît 10 fois plus vite que l'extrémité négative. Ainsi, lorsqu'une cellule va vouloir se déplacer, elle va orienter les extrémités positives de l'actine, des fibres d'actine, vers le front de migration, ce qui permettra du coup à la cellule de se déplacer. On retrouve également différentes structures à base de filaments d'actine. Donc, comme ce qui est représenté sur le schéma ici, les filaments d'actine vont former aussi un réseau à l'intérieur des cellules, notamment au niveau des cellules épithéliales, plutôt en périphérie par rapport aux microtubules qui, eux, irradiaient depuis le centre. Et ils vont permettre de donner à la cellule sa forme, mais également permettre le déplacement de vésicules et d'organites, mais plutôt cette fois-ci en périphérie. Les filaments d'actine entrent également dans la formation des microvillosités, comme ici sur cette cellule épithéliale. Les microvillosités ayant pour but d'augmenter la surface d'échange au niveau de la membrane plasmique. Les filaments d'actine vont également être associés à des adhésions entre cellules, qu'on appelle des ceintures d'adhérence, et puis des adhésions avec la matrice extracellulaire, les points focaux. Donc c'est ce qui est représenté sur cette image ici, avec les points focaux illustrés en vert. Et grâce à ces adhérences, la cellule va également pouvoir se déplacer, comme on en a parlé déjà tout à l'heure. Dernière structure que je vais vous présenter ici à base de filaments d'actine, les sarcomères que l'on retrouve au niveau des cellules musculaires qui sont représentées ici, qui sont composées d'actine et d'autres protéines qui vont permettre de se raccourcir et donc, in fine, ce qui permettra la contraction du muscle. Comme dans le cas des microtubules, les filaments d'actine sont associés à des protéines qui vont avoir différents rôles, comme augmenter la vitesse de polymérisation. D'autres protéines vont plutôt avoir pour rôle de stabiliser les microfilaments, d'empêcher soit l'assemblage, soit le désassemblage des sous-unités. D'autres vont avoir pour rôle de rompre les filaments et encore d'autres de former des réseaux ramifiés de microfilaments. Et puis certaines protéines vont permettre aux microfilaments d'interagir avec la membrane plasmique. Enfin, on retrouve également des protéines motrices, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient aussi servir de rails. Ces protéines motrices qui sont associées donc aux filaments d'actine sont les myosines. Il en existe plusieurs types. La myosine 2 est la protéine motrice que l'on retrouve au niveau des sarcomères, qu'on a déjà cité tout à l'heure, et qui va permettre justement le raccourcissement de ces sarcomères et donc la contraction musculaire. La myosine 2 est également la protéine motrice que l'on retrouve au niveau de l'anneau contractile lorsqu'une cellule est en division. Ce qui est représenté ici sur le schéma, on a en vert les microtubules et en rouge l'anneau contractile composé d'actine et de myosine 2. Sur cette photo en microscopie à fluorescence, on peut observer en rouge l'actine et en vert la myosine 2. Et on se rend bien compte effectivement que la myosine 2 va être concentrée au niveau de l'anneau contractile. Les myosines 5, elles vont être responsables du déplacement des vésicules et des organites.
Nous avons vu tout à l'heure que les microtubules sont plutôt longs et vont permettre le déplacement sur des longues distances de ces vésicules et organites. Les filaments d'actine, ici en orange, vont pouvoir permettre le déplacement plutôt en périphérie de la cellule. Et donc c'est la myosine 5, ici représentée en violet, qui va être responsable de ces déplacements le long des rails de filaments d'actine. Dernier type de fibres que l'on retrouve dans le cytosquelette, les filaments intermédiaires. Donc, les filaments intermédiaires sont composés de différents types de protéines. Contrairement aux autres filaments dont on a parlé, ils ne sont pas polarisés. Et les filaments intermédiaires vont vraiment avoir un rôle structural et de soutien mécanique pour la cellule. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple ici où on voit vraiment que les filaments intermédiaires vont irradier dans toute la cellule. Donc là c'est une cellule épithéliale qu'on retrouve ici. Le filament intermédiaire qui est mis en évidence c'est la kératine. Et la kératine, comme ce qui était le cas tout à l'heure pour les fibres d'actine, la kératine va pouvoir aussi intervenir dans des jonctions d'adhérence entre cellules qu'on appelle des desmosomes ou entre une cellule et sa matrice extracellulaire que l'on appelle des hémidesmosomes. Et elle va former un espèce de squelette dans toute la cellule qui relie à la fois les membranes plasmiques jusqu'à l'enveloppe nucléaire. On retrouve également dans les filaments intermédiaires les neurofilaments dans les cellules nerveuses qui vont conférer à la cellule une stabilité pour les processus cellulaires. Et puis, dernier exemple qui est présenté sur cette image, la lamina nucléaire, qui est en fait un maillage, un réseau de soutien mécanique de l'enveloppe nucléaire que l'on retrouve donc chez les cellules animales. Donc pour conclure, un schéma bilan qui récapitule un petit peu l'organisation de ces différentes molécules du cytosquelette. On retrouve donc en bleu les microtubules qui sont donc polarisés, qui vont avoir leur point d'ancrage au niveau du centrosome, qui est donc un centre organisateur des microtubules, mTOT ici. Les filaments intermédiaires qui sont donc en rose, qui vont participer aux jonctions cellule-cellule via les desmosomes et les hémidesmosomes, qui vont donner un soutien vraiment structural aussi à la cellule. Et enfin, les microfilaments ou filaments d'actine en orange, qui participent également aux adhérences entre cellules ou avec la matrice. Nous noterons également qu'entre ces différentes fibres du cytosquelette, il y a des molécules qui permettent une interconnexion et qui permet ainsi de rendre ce cytosquelette en un système complètement intégré. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.